Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première discussion de Chemins ouverts où nous allons parler librement des voies plurielles qui mènent à ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Je suis Jenna et ce soir je vais co-animer une discussion entre Olivier Chambon et Nathalie Vieira. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Jenna. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jenna. Nathalie, tu es masseuse tantrique depuis au moins 15 ans. Tu es formatrice en massage. Tu animes des stages de tantra. Tu as autopublié en 2016 un livre qui s'appelle Lâcher prise, promenade au pays de la conscience, dans lequel tu partages des expériences personnelles et professionnelles sur la découverte de ta propre sensorialité et comment finalement tu explores depuis toute petite divers états de conscience élargie. C'est ça. En fait, avant, je ne savais pas que je le faisais. Et puis, il y a 15 ans, j'ai découvert ce que le corps pouvait amener à vivre. J'ai découvert qui j'étais. J'ai découvert ce que c'était que des états modifiés de conscience. J'ai découvert l'énergie sexuelle, le tantra. Avant, j'étais dans une autre vie. Je vivais en Afrique. J'étais chef d'entreprise. Et ma vie a complètement changé il y a 15 ans. Olivier, tu es médecin psychiatre et psychothérapeute, spécialiste des états élargis de la conscience. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur les psychédéliques, sur le chamanisme, sur les expériences de mort imminente. Et finalement, vos approches sont différentes, ne serait-ce que dans leur appellation. Le tantra d'un côté et ce qu'on pourrait appeler la psychothérapie assistée par les psychédéliques. Elles sont différentes dans leur forme, mais finalement, toutes les deux, elles prétendent mener à ce qu'on appelle la grande conscience, qui serait mère de ce qu'on appelle la petite conscience. Donc, j'aurais une première question qui s'adresse à tous les deux. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous qu'il existe un grand jeu, au-delà du petit jeu qui serait l'ego-personnalité, et autrement dit, qu'il existe une petite et une grande conscience, et qu'elles peuvent communiquer? Oui, alors moi, toute petite, dans ma brousse africaine, je vivais des états de modifiés de conscience. Je ne savais pas que c'était ça, mais je vivais des états de connexion avec la nature et l'univers. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je peux parler de ça avec ces mots-là. À l'époque, je le vivais. C'était complètement naturel. Ce n'est que vraiment qu'il y a 15 ans que j'ai commencé vraiment à mettre des mots sur tout ça et à découvrir en allant chercher des enseignements, en allant chercher des réponses à mes questions, en allant lire des livres scientifiques que j'ai découvert tout ça. C'est beaucoup plus récent. Et Olivier, qu'est-ce que tu pourrais partager de ta propre expérience? Oui, alors, c'est à la fois de l'expérience, des réflexions, de la lecture, de recueil de témoignages, l'étude des expériences extraordinaires. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont conduit à la conviction et à la connaissance qu'il y a effectivement une grande conscience, ou certains peuvent l'appeler God, G-O-D, mais ça veut dire Guiding, Organizing, Designing, c'est-à-dire qui guide, qui organise et qui conçoit. C'est un plan intelligent, évolutif et créatif, on pourrait dire ça comme ça, ou l'intelligence du vivant, ou la conscience universelle, enfin peu importe. Il y a un arrière-plan qui désire prendre conscience, qui désire expandre son champ de conscience, et qui le fait généreusement en créant des formes, c'est-à-dire des corps, des champs extérieurs, comme nous sommes, un de ces corps, un de ces champs extérieurs, qui a recueilli une petite partie de cette grande conscience, et qui joue avec cette grande conscience, et qui lui permet d'encore plus prendre conscience d'elle-même. Je m'explique. Nos yeux deviennent ses propres yeux pour se voir elles-mêmes, nos oreilles deviennent ses propres oreilles pour s'entendre elles-mêmes,
nos paroles lui parlent à elle et lui permettent de se découvrir, parce que toute seule, sans aucune création, sans aucune forme, dans sa parfaite unité, il se passerait pas grand-chose. Et, euh, et la conscience ne pourrait même pas forcément prendre conscience d'elle-même. Il faut du contraste, il faut de la différence, il faut du deux pour prendre conscience d'eux. Si c'était une seule conscience étendue à l'infini et pour l'éternité comme un océan brillant de vibrations, de vie, d'énergie, il se passe pas grand-chose, en fait. Donc quelque part, là je suis en train d'expliquer le pourquoi, mais c'est pas le problème en fait le pourquoi, parce qu'on peut en expliquer plein de pourquoi, faire une sorte de cosmogénèse, d'où vient la grande conscience, pourquoi elle existe, pourquoi elle a créé. Mais toujours est-il que dans les formes que la grande conscience a créées, il y a des petites parties d'elle-même qui ont été un peu entrappées, hypnotisées, attrapées au lasso, quoi, pris dans des filtres. Les différents corps qu'on appelle corps physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel sont des filtres qui peuvent être plus ou moins fluides, plus ou moins ouverts ou plus ou moins encrassés, plus ou moins conditionnés, oblitérés, déformants. Donc, toutes les méthodes dites d'état élargi de la conscience, en fait, libèrent la petite conscience de ces filtres et lui permettent de se connecter avec la grande conscience ou avec certains de ses champs. C'est-à-dire les esprits, les dimensions autres, les âmes, etc. Mais le résultat est toujours le même, hein, quand on parle de psychédélique ou de sexualité tantrique ou de méthode spirituelle, c'est toujours la même chose qui se passe. C'est les filtres sont levés, c'est-à-dire le mental peut se simplifier et se pacifier, le cœur peut s'ouvrir et se sensibiliser, le corps peut s'énergétiser et vibrer plus fort. Tout ce qui permet à la petite conscience de s'accrocher tout d'un coup à la grande et de tel un ascenseur qui la propulse, la mettre dans des champs d'expérience qu'elle ne connaît pas quand elle est prise dans son petit cône, son petit tourbillon là qui l'extrait du grand océan et qui, par des jeux de miroirs réfléchissant entre les parois de ce tourbillon, lui fait avoir des méta-représentations qui je suis celle qui pense que je pense que je pense et je ressens que je ressens que je ressens. Enfin bref, ça complexifie beaucoup, ça enferme beaucoup et la petite conscience dans ce jeu-là de miroir perd sa connaissance de sa connexion avec la grande conscience. Donc il y a un tronc final commun de toutes les expériences spirituelles qui consiste justement à être dans la grande conscience. Et donc, je pense que ce que va nous dire, j'hypothèque là, je connais un peu le tantra, j'avais beaucoup moins que Nathalie. J'avais fait quelques stages avec Horizon Tantra, avec Jacques Lucas et Mars Ortolan à l'époque, un peu aussi avec le Skydancing Tantra, avec Laurence Eisman et Laurent Lacoste. Voilà, j'ai fait 2-3 stages aussi avec un Suisse, mais dont j'ai oublié le nom, qui travaille aussi sur l'agressivité et la sexualité, qui est très bien. Enfin, mais bon, je peux pas anticiper ce que va dire Nathalie, mais je fais l'hypothèse que ce que va nous dire Nathalie à travers les différents niveaux de conscience qu'on traverse avec la sexualité tantrique, ce sera la même chose que ce qu'on pourra dire avec des substances psychédéliques, et ce sera la même chose qu'on pourra dire avec des expériences de mort imminente, par exemple, qui sont des expériences alors là majeures de déconnexion de la petite conscience avec les filtres et de réunion avec la grande conscience. C'est ça. Moi, ce que je vois en fait par rapport à ce que tu viens de dire, avec mes mots et du coup dans mon cheminement, ça a vraiment été par étapes. En fait, cette formation personnelle que j'ai fait au tantra par le massage tantrique et donc tous ces massages tantriques que j'ai reçus, qui ont été une initiation personnelle au tantra, ce moment de ma vie où vraiment j'ai décidé de me mettre en chemin, il y avait plein en fait de bulles de conscience qui s'ouvraient. Mais avec le temps, toutes ces bulles de conscience finissaient par s'assembler et à un moment, lors d'une montée de Kundalini, je me dis mais waouh, mais je voyais comme un circuit mémoire et je voyais toutes ces bulles de conscience qui se réunissaient en fait et je voyais du coup quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus ample, avec du sens entre toutes ces petits morceaux que j'avais touchés qui étaient voilà, qui prenaient de l'ampleur jusqu'à après l'éveil où là tu as tout ça qui est réuni de façon globale et à la fois verticale et à la fois horizontale. Mais au départ, c'est chaque massage, tu as des trucs qui émergent, qui sortent, qui peuvent être de tellement d'ordre que ça peut être revivre sa naissance, revoir des morceaux de tes émotions refoulées qui ressortent, cette fameuse extase,
des sorties de corps. Enfin, il y a plein d'expériences qu'on peut vivre à travers le massage tantrique et à travers cette libération de l'énergie sexuelle dans le corps. Mais voilà, ça monte en fait. C'est des expériences qui montent avec la pratique et qui se stabilisent plus ou moins. Et parfois, c'est des coups d'éclat et puis tout disparaît. Tu te restes juste que la mémoire de l'expérience. Et puis après, petit à petit, ça s'installe. Justement, vous avez évoqué des choses comme des bulles de conscience. Et je voudrais apporter un document que peut-être, Olivier, tu pourrais expliquer, commenter. Alors, les psychédéliques, portent d'accès complémentaires à la conscience. Est-ce que, Olivier, tu vois ce document? Oui, je le vois. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer et nous expliquer ce qu'est la conscience de Dieu et surtout, qu'est-ce que la conscience 2.0? Alors, c'est pas la conscience de Dieu, hein, c'est la conscience, puis plus loin, Dieu 2.0. C'est un peu la même chose. Ça veut dire que ce qu'on appelait avant Dieu, mais qu'on anthropomorphisait, et donc on lui donnait des qualités qui étaient plutôt celles qu'on projetait ou qu'on fantasmait, mais qui n'étaient absolument pas les qualités de ce fameux God, GOD, c'est-à-dire Guiding, Organizing, Designing, c'est-à-dire la conscience, telle qu'elle crée, et telle qu'elle conçoit, et telle qu'elle interpénètre tout, et telle qu'elle relie tout. Toutes les petites bulles finissent par retourner au même océan de la conscience. Et pour ça se fait tout seul, parce que la conscience aime la conscience attire la conscience. Et toutes ces petites bulles vont chercher à se réunir pour se fondre au centre de cette grande conscience. Donc non, ce schéma, en fait, il montre qu'il y a plusieurs possibilités d'arriver au tronc final commun. C'est ce que Aldous Huxley appelait la philosophia perennis, c'est-à-dire que toutes les grandes traditions mystiques finissent par tomber sur les mêmes constatations sur la nature de la réalité, la nature du monde, la nature de la conscience, ce que c'est qu'une vie qui a un sens, etc. Donc c'est marqué philosophia perennis 3 vers le centre, mais c'est encore intellectuel. Et le 4, c'est la conscience aux yeux 2.0 parce que c'est complètement expérientiel, c'est qu'on fusionne totalement dans la conscience universelle. Bref, et cette figure montre qu'il y a plusieurs voies pour y accéder. En philosophie, il y a la voie métaphysique, en religion, il y a la voie spirituelle, en physique, pour expliquer ou donner des modèles qui accréditent et faire comprendre ce qui se passe, il y a la physique quantique ou l'astrophysique ou la cosmologie. Enfin, tout ça, ça amène à cette fameuse philosophia perennis. Et puis, dans les états de la conscience ordinaire, il y a les états élargis. Et c'est cela dont on parle quand on parle des psychédéliques ou du chamanisme ou de la psychologie transpersonnelle ou du tantrisme. Je l'avais pas mis dans la figure, mais j'aurais pu le mettre là. Et puis aussi des expériences de mort imminente. Donc tout ça, ça conduit l'être qui vit à ce rond central d'avoir fait l'expérience de la conscience, ou en tout cas, au moins dans le rond un peu plus périphérique, le 3, d'avoir une conception de la vie et de la mort qui change et où on voit qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, où on n'est pas notre ego, on n'est pas notre corps, ou du moins, on peut être dans notre ego, dans notre corps, mais ça ne nous résume pas. Et voilà un peu le sens de cette figure qui est de conjuguer toutes les voies d'accès à la connaissance ou à l'expérience de conscience, et dans tous les domaines. Et c'est vrai que les religions, quand elles sont dogmatiques ou contraignantes, ne le font pas, mais leurs branches plus spirituelles le font. Hein, j'ai mis Kabbale, Gnose, soufisme pour l'islam, Gnose pour rapport aux chrétiens, ou Kabbale pour chez les juifs, mais la philosophie donne des branches comme l'idéalisme moniste qui donne un modèle pour comprendre la conscience, la physique donne la physique quantique, la cosmologie, etc., pour donner des modèles aussi qui permettent de comprendre comment évolue cette conscience. Voilà ce que c'est que cette figure. J'espère l'avoir expliqué à peu près correctement. Et du coup, moi, je peux faire un parallèle avec la démarche tantrique, puisque du coup, dans certains rituels sexuels, dans le tantra traditionnel, l'idée, c'est de faire descendre Shiva et Shakti en soi pour rencontrer Dieu.
mais du coup d'une façon plus simple et tout à fait à notre portée. Et ça arrive assez rapidement quand on se fait masser de façon tantrique ou aussi dans certains cas de méditation active, ce moment où en fait le cœur s'ouvre de l'intérieur, et on pourra faire une aparté sur la prise de MDMA aussi par rapport à ça, Ah oui, merci, oui. de façon extrêmement naturelle. Ce moment où mon cœur s'est ouvert la première fois, c'était tellement fort. Je me suis dit, ouais, mais c'est ça la foi. C'est ça la foi, c'est ça. J'ai rencontré Dieu en moi, en fait, ce jour-là. J'ai senti, en fait, ce que ça voulait dire que avoir le divin en soi. Cette explosion d'amour dans le cœur, dans le chakra du cœur. Et ça me fait penser à ça aussi, ce que tu viens d'expliquer avec ton schéma. Bien évidemment, après, on se rend compte que ce n'est que le point de départ, de sentir déjà que ça part de soi et pas que ça vient de l'extérieur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est les premiers niveaux, ce moment où l'énergie, quand tu pénètres ton propre cœur avec ton propre désir, avec cette montée énergétique sexuelle, quand ça commence à vraiment s'ouvrir là, en fait, c'est un point de départ. C'est déjà sentir ça en soi et sentir que c'est à l'intérieur de nous et que ça vient pas de l'extérieur et qu'il n'y a pas besoin d'une figure de projection pour trouver Dieu quelque part, en fait. Que nous sommes Dieu, tout est Dieu, en fait. Il n'y a pas, il y a pas d'autre. C'est un état. Cet amour-là, c'est un état puissant. Oui, oui, parce que ces états-là, effectivement, il n'y a plus d'intérieur-extérieur, dans le sens où l'intérieur est à l'extérieur et l'extérieur est à l'intérieur. Et de même que les frontières du temps et de l'espace s'abolissent, la notion de toi, moi, séparés, illusoirement, s'abolissent aussi. Ouais, tout à fait. Et dans la sexualité, les frontières entre l'homme et la femme, admettons que ce soit un couple hétérosexuel. Hein. Ce soir, on va parler comme si c'était des couples hétérosexuels, mais c'est pas parce qu'on exclut les homosexuels, pas du tout, mais c'est pour simplifier le propos. L'homme et la femme qui font l'amour de façon tantrique, à un moment donné, il y a une perte de l'identité, on ne sait plus qui est quoi, et il y a une fusion qui peut mener à un sentiment divin. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, quand tu n'as pas réglé tes problèmes d'attachement, de dépendance, dans ces fusions-là, il faut apprendre à défusionner aussi. Tu vois, fusion, défusion, c'est un apprentissage aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi dans ta partie, la prise des psychédéliques pour travailler à l'éveil des consciences, le MDMA prend tout aussi son sens de connecter à cet amour magique en étant bien encadré pour aussi apprendre à se guérir en fait de ces manques, de toutes ces incapacités à aimer son être suffisamment que on puisse pas supporter la solitude en fait. Ça vient nous chercher là en fait, cet amour, cette ouverture de cœur assez exceptionnelle. Et donc c'est intéressant aussi de travailler avec le MDMA pour accompagner peut-être les couples qui ont des problèmes de couple en thérapie de couple et autres avec ça. Oui, on retrouve, de toute façon, dans beaucoup de branches spirituelles, on retrouve ça, ce mouvement fusion, expérience de la totalité et diffusion, retour à un être séparé momentanément et partialisé momentanément. Et on retrouve ça dans les expériences de mort imminente. Les gens, on leur demande, maintenant que tu as vécu ça, tu peux soit passer la porte et tu ne reviendras plus jamais sur Terre, soit y retourner parce que tu as quelque chose à faire, un travail. Et les gens, souvent, ils reviennent un peu avec pas la mort dans l'âme, c'est exagéré, mais enfin contre-cœur, mais ils savent que c'est vrai, qu'ils sont venus là pour être dans la séparation, pour être, ou dans l'illusion de la séparation, pour être dans l'identification à une identité propre qui ne peut pas contenir le tout. C'est vraiment ce que j'ai expérimenté par contre, ce moment de flottement où je me disais mais qu'est-ce que je fais maintenant ici, maintenant que je vois que tout en fait est représentation de mon ego, et donc j'ai plus qu'à aller finalement m'asseoir dans un ashram et méditer parce que je ne voyais plus le sens d'aller faire des représentations de mon ego en fait, puisque je voyais bien que même la plus belle part de moi c'était quand même mon ego. Et donc, ça a été, j'ai dû me faire quand même accompagner après ce truc-là.
C'était assez chamboulant. Oui, oui. C'est ce qui se passe quand on appelle la phase d'intégration pour les psychédéliques. C'est-à-dire que les psychédéliques, il y a une préparation qui est nécessaire, un accompagnement, puis un suivi sous forme d'intégration, où les personnes disent, mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu? J'ai goûté la totalité, j'ai goûté la perfection de la conscience, j'ai goûté l'amour absolu, j'ai goûté la lumière qui m'a complètement inondé et je suis devenu elle et devenu moi. Qu'est-ce que j'en fais maintenant que je retourne sur mes pieds, hors de l'état psychédélique, et que le monde reste ce qu'il est, c'est-à-dire fini, imparfait, parfois dur, etc. Et que moi aussi je retrouve mon ego qui certes est un peu plus à distance, qui certes a été un peu transformé par l'expérience, mais qui a tendance à vouloir quand même tout ramener à lui et à me faire rechuter dans l'illusion de séparation, etc. Et ben c'est un travail de conscience. La conscience nous a pas envoyés pour redevenir elle-même, sinon elle se serait pas séparée d'elle-même, elle aurait pas créé autre qu'elle-même. Si elle avait créé que du pur, du parfait comme elle, ben elle serait toujours elle, elle aurait rien créé en fait. Donc elle a besoin de ces êtres imparfaits qui coupons la réalité ultime dans des petits bouts pour mieux les examiner. Donc on a un but, on a un rôle qui est de faire des expériences. Faire des expériences que la grande conscience ne pourrait pas faire parce qu'elle est trop complète pour les faire aussi imparfaitement que nous. Paradoxalement, c'est notre imperfection qui est utile à la grande conscience. C'est les débris, c'est dans un morceau, dans un verre, parfois tu as des inclusions, et c'est ça qui donne, bing, une autre coloration et tout. C'est ça qui donne la spécificité. Si tout était complètement toujours transparent et lisse et machin, mais ça serait l'ennui mortel, hein, pour la conscience, avec un grand C. Mais on n'aurait donc, plus bien envie de sûr, faire des expériences, en fait. oui, voilà, tout à fait. Et donc ça s'arrêterait de croître. Mais tout à fait. Ce qui fait croître, c'est aussi le désir, c'est aussi l'envie d'union, c'est aussi le manque, la frustration, c'est aussi un moteur comme ça, une vibration, une autostimulation de la grande membrane complètement plate de la conscience, qui fait ça va créer des formes, mais ça va jouer ensuite. Mais Et moi, ça va prendre plaisir à jouer. c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. C'est ce côté. D'ailleurs, je précise quand même cette expérience dont je parle. J'ai pas pris des psychédéliques. C'était vraiment une montée de Kundalini qui m'a fait vivre ce passage-là. Mais après, ça m'a rendu plus légère. Moi, je suis quelqu'un au départ quand même de plutôt anxieux, de plutôt sérieux d'ailleurs de nature. Ça m'a finalement, au bout du compte, amené de la légèreté parce que je me suis dit bon, finalement, c'est qu'un jeu. Et tu avais dit un truc, je sais plus dans quoi, dans une interview, qui rejoignait un jour, je m'étais tapé un délire, je m'étais dit si ça se trouve, en fait, tous les milliards d'êtres humains que nous sommes, on est juste en fait une expérience de Dieu. Qui est en train d'explorer tous les méandres de la psyché humaine et tous les carcans. Et en fait, on est tous en train de s'éclater là. Et en fait, on est le terrain de jeu de Dieu. Et c'était une image qui m'avait parlé à moi par rapport à ce que je vivais, en fait. Et oui, après, c'est intéressant de jouer. Moi, je suis une joueuse, donc j'aime l'expérience de la vie. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que le tantra me convient, d'ailleurs, parce que du coup, c'est l'idée de toujours repartir vers mon sexe et vers ma base pour démarrer toute expérience spirituelle fait qu'en fait, non seulement ça densifie l'intensité de mes expériences, au lieu de me rendre évanescente et du coup plus du tout incarnée, et ça ne fait que quintupler en fait mon potentiel. Et du coup, je joue beaucoup. C'est hyper amusant finalement tout ça, cette vie humaine. Je voudrais en profiter pour rebondir justement là-dessus pour parler du tantra, puisque le tantra, c'est pas forcément quelque chose qui est clair pour tout le monde. Ça peut sembler être un mot un peu mystérieux qu'on associe d'ailleurs souvent à la sexualité. Alors, est-ce que c'est nécessairement associé à la sexualité? Est-ce qu'il y a plusieurs voies dans le tantra? Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce point, Nathalie? Alors déjà, dans les stages de tantra, il n'y a pas de sexualité, soyons clairs. Après, à partir du moment où on dit que notre corps est un temple, le sexe fait partie de notre corps. Et le sexe génère une énergie qu'on pourra appeler vitale ou chi ou autre dans d'autres voies. Cette énergie sexuelle, c'est le moteur de cette vibration qui, en s'intensifiant, va nous amener à vivre des états modifiés de conscience, puis
un jour peut-être cette montée de Kundalini dont tout le monde rêve, mais qui n'est pas un rêve en soi. Le tantra, pour moi, je dis bien, et avec tous les bouquins que j'ai lus et les textes sérieux, hein, j'ai beaucoup étudié, c'est une voie d'extension de la conscience, c'est une voie spirituelle incarnée. Donc l'expérience se vit depuis son corps, depuis son sexe. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas vivre cette voie spirituelle sans sexe. On peut vivre cette voie spirituelle, mais manger devient un acte tantrique, discuter là ensemble devient un acte tantrique si je suis dans la pleine conscience de mes énergies et que je suis en train de me connecter à toi, Jenna, à ton cœur, à ton corps, pour voir à travers ton visage. J'ouvre tous mes sens et je viens et je me projette et je viens et je viens de te rencontrer. Enfin, tout est tantrique, c'est une voie de déconditionnement. C'est une voie d'ouverture et c'est une voie de l'amour. Et l'amour, c'est notre vraie nature. Oui, je rajouterais bien une chose, si tu me permets, Nathalie, ou pas? Bien sûr. Ah ouais. Quand je disais le tantra, c'est une voie parmi d'autres pour créer le tronc final commun de l'état élargi de conscience. Oui et non, il y a quand même un aspect spécifique dans le tantra qui est le fait que ça se fait à deux. Quand tu médites, tu peux méditer tout seul. Le tantra, a priori, sauf qu'il y a des exercices tantriques où tu apprends à la femme intérieure à faire l'amour avec ton homme intérieur, etc. Donc là aussi, t'es pas dans l'indépendance, tu peux aussi avoir toutes les ressources en toi, puisque tu es l'univers en même temps. Mais bref, bien souvent, c'est quand même sympa. On le fait par une affinité parce que ça se fait à deux, et que le fait que ça se fasse à deux, ça se fait avec les ingrédients habituels de la conscience. C'est-à-dire, on est présent à ce qu'on fait à deux, on est conscient, d'où souvent la lenteur, et on maintient le lien et la relation quoi qu'il arrive. Contact visuel, contact physique, contact sexuel, peu importe. Mais ces trois notions de présence, conscience et lien, et relation, à deux, c'est les éléments de base du tantra. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sexualité par excitation, stimulation à la va-vite, sans prendre en compte la circulation des énergies dans son corps et dans celui du partenaire et comment ça se marie et comment ça se lie et comment ça s'élève ensemble. Il y a la formation d'une sorte de chant, une sorte de nouveau chant, 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'il y a une création d'un nouveau chant qui aspire vers le haut. C'est Oui. les deux parents de ce chant, on va dire. Et ça, Je oui. suis tout à fait d'accord avec toi que c'est une pratique qui a du sens quand on est en relation. Donc là, tu parles en relation intime et amoureuse. Mais moi, j'ai ouvert beaucoup ce sujet-là puisque c'est d'abord la relation à soi et donc ces densités en nous qui sont nos polarités féminines et masculines, c'est notre couple intérieur et comment notre couple intérieur va rencontrer l'extérieur. Mais ça peut être avec toi, avec Jenna, ça peut être avec mon boulanger, ça peut être avec. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'amour est un état et l'amour est infini et n'est pas exclusif. Donc c'est quand même, ça parle quand même d'abord de qui on est. C'est quand même ces énergies, et c'est d'ailleurs l'objet de mon prochain livre, cette danse des polarités en nous, et comment en fait elle rencontre la vibration de l'autre à l'extérieur. Puisque le tantra, c'est dit que c'est une trame, que tout est relié, microcosme, macrocosme, il n'y a pas de séparation, et donc tout est mu par cette énergie qui circule, mais qui parle de nos polarités intérieures. Tout à fait. Et c'est en rentrant en contact avec nos polarités intérieures qui résonnent avec l'extérieur qu'on peut en faire une voie d'expansion de la conscience, une voie de développement personnel aussi, de connaissance de soi. Mais effectivement, après, dans la sexualité, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai cette chance de pouvoir explorer. Et puis, comme je le dis, c'est vrai que j'ai beaucoup exploré la sexualité, même avant de rencontrer le tantra, mais aussi
En fait, ça me parle de chamanisme aussi, en fait, de ces connexions qu'on peut trouver à travers le corps et à travers les corps de ces dimensions, de ces informations, de cette grande conscience qui communique avec nous. On va connecter à des vies antérieures, on va connecter à plein de choses à travers le corps, mais seul, mais aussi à deux. Et donc, ça peut se vivre, évidemment, il y a du sens à le vivre en amour avec son amoureux ou son amoureuse, mais pas que, en fait. Oui. Et de plus, le tantra ne se résume pas au sexe, tout peut être tantrique, comme tu le disais, c'est-à-dire quand tu fais en présence, en conscience, en lien, quoi que ce soit, manger, faire le ménage, se promener, ça devient un acte sacré. Bien sûr. Et donc tantrique, parce qu'incarné aussi dans la matière, mais en lien avec la conscience. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Et c'est ce que tu découvres avec les psychédéliques. Avec les psychédéliques, quand tu es dans un certain niveau, on pourra peut-être parler d'ailleurs des niveaux 1, 2 et 3, mais bref, quand tu es dans certains niveaux, ça prend exactement le même sens. C'est-à-dire que tout est sacré. C'est-à-dire que si tu respires pendant que tu es sous LSD à un certain niveau, ta respiration devient sacrée et t'amène à l'extase. Si tu écoutes une musique ou si tu joues d'une musique, cette musique devient sacrée et t'as l'extase. Donc il y a quelque chose de très commun, ça, avec ce qu'on appelle le tantra et avec les psychédéliques. C'est cette spiritualité incarnée où tout geste, tout acte devient sacré, devient une œuvre d'art, devient quelque chose. Oui. En fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est justement aussi par rapport à ce mot sacré qui devient presque galvaudé. Il y a des gens qui se plaignent qu'il soit utilisé à toutes les sauces. Et pourtant, en fait, le fait même de respirer et d'être vivant, c'est sacré, en fait. Sauf qu'on a perdu le sens de cette chance qu'on a d'être vivant et d'être là pour faire cette expérience. Ouais. Mais si on connecte avec vraiment cette conscience-là, mais tout est sacré. Tout à fait. Sauf que donc, du coup, il y a des sages de tantra pour t'inventer à créer un rituel sacré, un espace sacré, à se saluer. Namasté Olivier, je salue le divin qui est en toi. Parce qu'en fait, on a perdu le sens. On a perdu le sens des rituels. On a perdu le sens de créer de la magie, d'être connecté à la magie. Oui. Et il est temps, oui, de réhabiliter ça. Et effectivement, le tantra, le néo-tantra, contribue à remettre du sacré dans la relation, contribue à reconnecter à cette source, à cette puissance. Et aussi, la femme tantrique, cette énergie sexuelle, c'est aussi cet apprentissage personnel qui, effectivement, pour moi, est très proche du chamanisme et de tous les aspects guérisseurs et intuitif, en fait. Oui, tu parles des rituels. Il faut savoir que les rituels efficients, les rituels sacrés, au départ, ont été créés dans un acte et dans un état de conscience élargi. Et il ne s'agit pas de faire un simulacre où on va répéter comme des perroquets ou comme des singes, excusez-moi pour les singes, mais c'est pour dire que, bref, les pauvres ici pour rien, on va répéter les gestes, les rituels, mais vides de la conscience qui leur avait donné naissance. Et ça va pas marcher. C'est un peu ce qui s'est passé avec les psychédéliques quand l'Église catholique, quand elle était officiellement la religion dominante, a supprimé de l'Eucharistie ou de la communion les psychédéliques qui au départ étaient le sang du Christ et le corps du Christ. C'était des psychédéliques. C'était principalement une forme de LSD à l'époque qu'ils avaient fait à partir de l'ergot de l'orge à la place de le faire à partir de l'ergot du seigle. Mais ils ont ensuite, les gens ont répété les gestes de la communion, mais il n'y avait plus de psychédélique, donc ça donnait vide, si tu veux. Et d'ailleurs, dans les rituels de Maituna, de Yoni Puja, qui sont des rituels sacrés dont parle André von Lisbeth dans le Tantra, le culte de la féminité. Donc, qui sont des rituels qui étaient transmis par voie orale, mais donc voilà, ces anciens ont quand même réussi à raconter, et c'est assez puissant. Ils donnent dans ces espaces où en fait des initiés se rencontraient pour canaliser les énergies, pour faire descendre Shiva Shakti et honorer les dieux et les déesses à travers leur corps, à boire
les fluides de leur sexe. C'était aussi, ils donnaient à la Shakti, en fait, une boisson dont il n'y a pas, en fait, il n'existe pas le contenu de cette boisson, sauf qu'elle était censée être enivrante. Et donc, du coup, ça me fait penser à ce que tu viens de raconter sur l'orge, parce que je t'ai entendu dans ton interview avec Stéphane l'autre jour, où vous en avez parlé. Voilà. Et du coup, ça me fait penser à ça. Tu vois, ils savent pas ce qu'il y avait dans cette boisson. Alors, on dit que oui, dans une société occidentale, on pourrait la remplacer par une coupe de champagne. Je suis certaine qu'il y avait bien autre chose dans leur boisson que une délicieuse coupe de champagne. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Ils leur donnaient des boissons aphrodisiaques secrètes. Voilà, c'est pas arrivé jusqu'à nous. Oui, parce qu'il y a toutes les racines proto-indo-européennes qui sont divisées en indo-iraniens ou voilà, et puis les indo-européennes. Et dans cette proto-indo-européenne, donc la base commune de toutes les civilisations hindoues et européennes, il y avait consommation de bière ou de vin. Mais en gros, là-bas, quand c'était bière ou de vin, c'était des substances psychédéliques, tu vois. Donc, toute notre civilisation indo-européenne est fondée quand même sur la consommation de psychédéliques. Les cultes à mystère de l'Antiquité grecque aussi, Platon y a été, Socrate, Aristote, des grands tragédiens grecs, enfin toutes les bases de la pensée occidentale, de ce qui nous a fondé notre culture, a été créé. Platon, je dis oui, Marc Aurèle, l'empereur, Cicéron, le philosophe, enfin bref, tout a été vient de là. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on parlait de la boisson. Voilà, et que tu parlais de ça dans le tantra qui était plutôt hindou. Voilà, aussi tout à fait, Dionysos, qui serait finalement la racine de Jésus et qui, lui, alors était le spécialiste de l'extase et des psychédéliques, c'est sûr. Et du vin. Qu'on y consommait. Et du vin, oui, mais le vin, dans l'Antiquité grecque, c'était psychédélique. C'était pas le vin tel qu'on le connaît maintenant, juste avec du raisin. Ouais. Il était concocté avec plein d'ingrédients à l'intérieur qui étaient des psychotropes, quoi, enfin qui étaient psychoactifs. Et de l'ilibation qu'il y avait dans le culte de Dionysos, c'était des libations psychédéliques où se mêlait effectivement sexualité, musique, danse, mais aussi consommation et rituel. Et rituel de mort et de renaissance, parce qu'avant tout, les cultes à mystère grec, que ce soit celle de Déméter ou d'Éleusis, que ce soit celle de Samothrace, que ce soit celle de Dionysos ou d'autres, c'était comment mourir avant de mourir, comment mourir après la mort réelle, comment rester en vie après la mort réelle et comment revenir à la vie après la mort. C'était les mystères de la vie ou de la mort, quoi. Et le sens de la vie. Et donc, c'était avec des psychédéliques, parce que de toute façon, on a bien montré que les psychédéliques nous confrontent exactement aussi. Enfin, c'est pas parce que c'est. Et en même temps, les psychédéliques nous confrontent exactement la même expérience de mort-renaissance. Et tous les états de conscience élargis, on en a parlé un peu en antenne, mais tu vas en parler, peuvent créer aussi des états de mort-renaissance, l'impression de mourir ou d'expérience de mort imminente presque, que ce soit avec des psychédéliques ou des états élargis de conscience, avec le tantra, et qui ont tous le même effet de nous remettre en connexion avec la grande conscience originelle, quoi. Et que la petite conscience qu'on est, certes, elle va perdre certaines de ses caractéristiques, son ego, ses corps mentaux, émotionnels vont être modifiés après la mort, mais le un jeu avec le J majuscule qui a vécu ça sera toujours là. Rien ne se perd d'essentiel, rien ne peut être corrompu, atteint, mutilé dans la conscience. C'est elle qui fonde tout, elle peut pas être détruite par quoi que ce soit. Donc ça, tu le vis sous psychédélique et tu le vis dès que tu es dans un état de conscience très élargi. Donc il y a une mort de quelque chose, mais qui n'est pas la mort de l'essentiel. Et il y a une renaissance de quelque chose de beaucoup plus grand qui contient le germe de cette éternité. En tout cas, dans le tantrisme, si je parlais d'une voie de déconditionnement, c'est effectivement plus de tabou, plus de morale, plus de pensée limitante. L'idée, c'est vraiment de déconstruire ce qui a refermé en fait notre potentiel, notre grandeur, en venant faire cette expérience humaine dans les familles dans lesquelles on a choisi de s'incarner. Et en fait, le parallèle que je fais avec ça, c'est que en fait,
plus tu pratiques, parce que c'est quand même, enfin moi perso je pratique beaucoup la méditation, je vais chercher la transe tous les jours. Mais ce moment en fait où que ce soit dans la sexualité, dans le massage tantrique ou dans des méditations tantriques telles que la flûte ou la vague, ce moment en fait où tu as à la fois ce mouvement où tu rentres dans cette sensation qui est tellement puissante, tellement intense, dans ce mouvement énergétique en fait où tu aurais envie de bouger mais où tu t'établis parce que tu sais que c'est en t'établissant dans ce silence et dans cette présence qui est juste un accueil, il y a quelque chose à la fois qui descend et qui t'ancre dans cette sensation et quelque chose qui monte et qui va t'emmener vers là-haut. Sauf que quand ça descend, ça va vers la mort. C'est très étrange comme sensation. Et en fait, je m'y approche de plus en plus. Ça m'amène comme un froid à l'intérieur. Et c'est marrant parce que ça vient de Yoni. Et donc dans Yoni, il y a aussi ce point que j'ai pu toucher uniquement. Enfin, la première fois, justement, j'ai pris du LSD. J'ai eu la chance de faire des expériences de LSD. Et j'ai touché ce point interne dans le haut de ma yoni, qui était un point de bascule vers ma propre mort après, ou vers avant l'autre matrice, avant que je sois conçue. J'ai vraiment perçu cet endroit où je pouvais partir dans la dissolution, en fait, dans ma matrice. Et donc, dans ces mouvements énergétiques, je sens ce truc qui m'emmène dans ma matrice et au-delà, avant, et ce moment où à la fois il y a ce mouvement énergétique qui monte dans la lumière. C'est extraordinaire. J'avoue que je suis impatiente de continuer à ouvrir et à expérimenter tout ça, en fait. Ouais. Alors, tu dis que c'est sous LSD, c'est intéressant parce que il y a déjà une chose très simple, puisqu'on parle de psychédélique et de tantra, c'est que les psychédéliques peuvent favoriser les expériences tantriques, peuvent en donner une base approfondie ou raffermie. Le LSD ou d'autres psychédéliques sont connus pour augmenter les sensations, donc la sensualité, pour augmenter le plaisir, pour augmenter la durée et l'intensité de l'orgasme, pour avoir une sorte d'orgasme cosmique, comme certains l'ont décrit avec le LSD. Et augmente aussi le contact avec soi-même, c'est-à-dire ce qu'on ressent, mais aussi l'empathie envers la partenaire, et augmente aussi la conscience des flux d'énergie qui traversent le corps, le bassin, le ventre, et puis le long de la colonne, et puis ce qui se passe aussi en l'autre, comme si on avait deux serpents d'énergie qui s'enroulaient et qui se modifient l'un avec l'autre et qui se font l'amour juste par le regard, juste par la respiration, juste par le toucher, parce que il y a une perception des champs énergétiques du partenaire. Tout ça, c'est rien que certains psychédéliques comme le LSD, par exemple, qui sont capables de le faire. Donc, tu peux très bien imaginer, tu l'as déjà fait du coup, si tu reprends ça à ce niveau-là, avec en plus la méthodologie ou l'esprit du tantra, comme ça peut être puissant. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait de la biodanza ou la joya, une technique de joie et de danse, avec de l'ecstasy. Ça augmenterait, parce que déjà rien que ça donne une expérience de type ecstasy, la joya ou la biodanza. Donc si tu prends ça comme ça, et le tantra donne une expérience type LSD au niveau du corps. Donc tu imagines si tu combines les deux. Ça, je sais pas ce que tu en penses de ça. Bah justement, moi j'ai eu du coup l'occasion d'expérimenter Ouais. et je rajouterais quand même que le MDMA est quand même plus accessible que le LSD, qui est vraiment pour moi l'expérience. Pourtant j'avais pris aussi de l'iboga Ah oui. en Afrique, Qui est très forte. et franchement le LSD ça a été l'expérience la plus fondamentale de ma vie. Donc du coup, je dirais quand même que le MDMA est même plus proche de l'expérience tantrique telle que tu en parlais tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire connecté à l'amour, à Oui. la sensualité, rentrer dans la fusion, s'amuser, en ayant posé un cadre, bien sûr, parce qu'on peut se retrouver à faire des trucs qu'on n'aurait pas pensé faire avant. Donc il faut être
il faut savoir quand même où on met les pieds pour être hyper bien encadré. Faut pas, enfin voilà, c'est important à cette époque où on parle de consentement, de savoir que sous MDMA, le consentement est pas si évident que ça en fait, que voilà, il faut pas regretter après. Mais en tout cas, le MDMA pour moi est vraiment à 17 ans quand j'ai pris mon premier ecstasy, c'était la pilule de l'amour. Je veux dire, j'ai découvert la sodomie sous ecstasy en fait. C'est un merveilleux diffuseur qui libère de tout un tas de tensions, de carcans, il ouvre le corps et le cœur, et c'est un truc extraordinaire. Après, le SD, je mets ça dans une autre catégorie, moi. Plus, justement, c'est plus sérieux. Ça ouvre vraiment à justement cette non-séparation et cet amour avec les plantes, avec tu sens que l'amour il est partout en fait, et que c'est une expérience grandiose au niveau de la conscience, l'ouverture de conscience. C'est pas pareil en fait. Non. Moi, je différencie souvent deux types de conscience, oui d'ailleurs, de conscience psychédélique, de substance psychédélique, le type horizontal, le truc vertical, effectivement. Et au centre de la croix, il y a le cœur du Christ en truc. Ouais, c'est ça. L'horizontal, c'est vraiment, effectivement, c'est le niveau 1 et 1 prime de mon schéma sur le niveau de conscience, c'est-à-dire on est plus présent à un monde plus vibrant, plus vivant, plus plein d'énergie et d'amour, effectivement, mais c'est le monde, on est encore dans l'immanent, on est dans la présence de l'esprit, dans l'immanent, dans le corps, dans la relation, et tout est acte de fait sacré, quoi, finalement. Alors que les substances telles que le LSD ou autres sont plutôt verticales, c'est-à-dire qu'elles t'emmènent dans les niveaux 2, 2 primes, 3, 3 primes de mon schéma, c'est-à-dire le transpersonnel, le parapsychologique parfois, mais le transpersonnel. Tu parlais de vie antérieure, de sortir du corps, etc. Plein de phénomènes dans lesquels on sort de la petite identification au moi-je d'ici et maintenant pour l'inscrire dans l'évolution du cosmos et dans des niveaux visibles ou invisibles. C'est aussi le niveau où on rencontre les esprits, Shakti, Shiva, puis d'autres esprits dans d'autres cosmologies, d'autres pratiques. Et puis c'est le niveau où on peut se fusionner avec l'esprit du grand tout, oui. Et ça, c'est vrai que c'est des substances qui nécessite plus de travail préparatoire, ou en tout cas de ne pas avoir de lourdes valises émotionnelles ou traumatiques non résolues, ou ne pas avoir de peur des émotions ou de blocage énergétique, parce que sinon le décollage peut faire très mal et on n'ira pas jusqu'en haut, ou alors on n'y restera pas longtemps, on va retomber dans des zones sombres après. Donc effectivement, l'ecstasy ou ses équivalents sont considérés comme plus faciles d'approche au départ, peuvent créer justement une ouverture, une confiance, une détente vis-à-vis de ces substances psychédéliques et aussi de l'accompagnant, qui peut ainsi créer une belle relation thérapeutique, parce que c'est rarement difficile comme expérience, faut bien le dire. Il y a des exceptions comme dans tout, mais en général, c'est quand même très plaisant. Pour la première fois, il y a vraiment une lune de miel. Et donc, ça permet déjà de tisser, d'aller nettoyer le cœur, d'aller l'ouvrir un peu, enlever certaines cuirasses, certaines rétractions, et de commencer à avoir confiance en la vie et s'aimer un peu plus soi-même, les autres et le monde. Donc ça, c'est une très bonne base. Et puis après, évidemment, les substances psychédéliques vont ailleurs encore. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut bien expliquer qu'on n'est pas en train de faire l'apologie dans le sens, on n'est pas en train d'inciter les gens à prendre ces substances, parce que c'est interdit en France. Et toi comme moi, je le sais parce que j'en ai discuté avec toi, on a fait ces expériences dans des pays où c'était autorisé, c'est-à-dire pas en France, pas dans des pays où c'est illégal, bêtement, mais c'est comme ça, la loi c'est la loi, mais c'est con, mais c'est comme ça, et puni de prison et d'amende excessive. On n'est pas assez bête pour ça. De toute façon, il y a bien assez d'endroits où c'est pas la France, et je ne dirais pas où et dit quoi, évidemment, pour pas inciter les gens et pas qu'on nous ça, mais il faut absolument le dire dans cette vidéo, parce qu'on est en train de parler de choses très taboues, la sexualité, la spiritualité, les psychédéliques, l'expérience de mort imminente, c'est tout ce qui fait peur aux matérialistes et aux gens qui veulent contrôler les consciences, parce que c'est embêtant quand même de voir qu'on a un tel pouvoir, entre guillemets, alors pas pouvoir dans le sens de contrôle des autres, mais de pouvoir de l'amour, quoi. Pouvoir de la conscience, qui est un tel pouvoir qui peut tellement nous émanciper, nous libérer, nous rendre moins dépendants, moins consommateurs bêtement, plus heureux de vivre avec des choses simples et belles et dans la relation.
voilà, et pas dans la drogue qu'on nous propose, les divertissements, les peurs qu'on nous fabrique pour attirer notre attention, peut-être des bons précipitateurs pendant qu'ils nous agitent la main, là, ça se passe ailleurs. Ça, c'est ce qu'on voit en ce moment. Hein. Je vais pas dire, je vais pas faire de procès à qui que ce soit, quoi que ce soit, mais enfin, je pense que vous verrez un peu des exemples. Et donc voilà, je tenais à dire qu'effectivement, oui, on est en train de parler très positivement de certaines expériences, mais il faut savoir que toi et moi, on a fait du travail sur nous-mêmes avant de prendre ces substances et qu'on les a pas pris à la légère, on les a pris accompagnés, préparés et suivis, et qu'on sait très bien que si on disait aux gens, oh bah allez-y, prenez-en, puis faites du tantra en même temps, vous allez voir, inscrivez-vous, même prenez de l'LSD pour le stage de tantra, ça va encore plus génial. Jamais. Et c'est surtout pas à Non, faire. jamais, parce que C'est très justement, dommageable. c'est pas possible. Hein. Il faut Bah oui, apprendre, tout à fait. pour conduire une Ferrari, il faut déjà apprendre Voilà, à faire du vélo, tu vois ce que je veux dire? exactement. Et puis c'est ce que je disais, alors je sais plus si c'était au départ ou qu'on s'enregistre, mais il y a plein de gens, moi, qui me disent, par exemple, que le massage tantrique devrait être remboursé par la Sécu. Il y a plein de thérapies qui sont géniales, qui sont pas remboursées par Oui. la Sécu. Moi, j'adorerais qu'on puisse prescrire une pilule de MDMA sur ordonnance et que des thérapeutes ils puissent faire leur boulot et accompagner les couples qui dépensent des fortunes Ouais. pour se faire accompagner. Mais ça Mais va être ben le non, c'est cas, pas dans... ça va être le cas, hein. Je te rassure, bientôt, peut-être dans 4-5 ans aux États-Unis et en Angleterre, mais en France, vu l'esprit qu'on a, conservateur, réactionnaire et soi-disant des Lumières, qui en fait est rationalisant, positiviste, réductionniste et matérialiste, ça va pas arriver avant une dizaine d'années probablement, mais ça arrivera un jour, hein. Ouais. Et on sera comme toi, tous les gens qui en tant que thérapeute ont expérimenté les soins psychédéliques, les psychothérapies psychédéliques, qui ont vu leur puissance et supériorité vis-à-vis de beaucoup d'autres pratiques et la rapidité de leur action, c'est sûr que c'est prouvé maintenant par la science ces 10 dernières années. Il y a eu énormément d'études. Hein. J'avais écrit le livre La médecine psychédélique en 2009, puis ensuite La révolution psychédélique il y a un an, justement, qui relate toutes ces recherches qui maintenant convergent toutes pour dire que oui, c'est utile, c'est efficace, c'est pas dangereux quand c'est pris dans un certain contexte, évidemment, et ça n'entraîne pas de dépendance. Au contraire, ça traite des dépendances. Enfin bref, je fais une petite parenthèse pour dire que voilà, je corrobore ce que tu dis au niveau de quel dommage ça soit pas remboursé par la Sécu, comme tu dis, et autorisé, oui. Mais du coup, je reviens quand même à dire que toute mon expérience, je l'ai faite sans assistance de psychédéliques. Les psychédéliques que j'ai pris, c'était des expériences parce que j'aime vivre des expériences mais c'est rare et que tout ce que je vis, tout ce que j'enseigne, c'est notre potentiel corporel et énergétique qui est déjà ultra puissant. Et donc les montées de Kundalini, je les ai vécues sans substance. Hein, donc je tiens à préciser quand même qu'après les expériences que j'ai faites, elles étaient tout autres et c'était pas pour nourrir ma pratique tantrique par ailleurs. Même si il m'est arrivé de prendre du MDMA dans des cadres intimes, sexuels. Voilà. Oui, merci pour cette précision. C'est important de voir Donc peut-être qu'on peut que profiter des méthodes justement peuvent se marier sans pour autant dépendre l'une de l'autre. Oui. Est-ce qu'on pourrait profiter justement de ce moment pour parler de cette cartographie de la conscience et peut-être revenir au niveau 1 pour parler peut-être d'une sexualité qu'on pourrait appeler plus ordinaire. Est-ce qu'il existe une petite sexualité et une grande sexualité comme il existe une petite et une grande conscience? Alors, la sexualité, il faut un point de départ. La plupart des personnes ont une sexualité basique, j'ai envie de dire. On se fait du bien, on s'aime, on se câline. Certains, enfin moi j'avais accès à des états incroyables quand j'avais 15, 16, 17 ans. Je savais pas que c'était pas tout le monde qui avait accès à ça. Mais il faut quand même aimer faire l'amour longtemps. C'est-à-dire, on va pas vivre d'état modifié de conscience en faisant un petit coup sympa dans la salle de bain le matin pendant un quart d'heure
ou une fois par semaine parce que on a besoin de libérer son corps et que du coup on va partenaire ou sa partenaire parce que ben voilà, ça fait du bien, une sexualité hygiénique, quoi, j'ai envie de dire. Là, moi, je parle quand même d'une autre forme de sexualité qui est pour moi un art, en fait. Ça s'apprend et où finalement, pour en revenir à ta question de tout à l'heure, où tout est sexuel, la main que tu vas poser dans le creux des reins de ta partenaire ou de ton partenaire, la façon dont tu vas le faire déjà, la façon aussi dont tu vas le ressentir, pas comme si c'était quelque chose d'inintéressant ou de tellement habituel que tu ne prêtes même plus attention à l'énergie qui circule à cet endroit-là. Enfin, c'est cette intensité qui est cultivée dans des tout petits riens et dans une lenteur, et dont parlait Olivier tout à l'heure, qui est très juste, et dans une atmosphère où masser un pied, un pouce, comme si c'était le gland d'un pénis, et avoir des orgasmes. Enfin voilà, c'est la sexualité consciente et dans cette recherche qui est mienne de transcendance à travers le corps. C'est pas la même sexualité que la sexualité de, on va dire, 80% de la population. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que On pourrait dire, tu sais, est-ce que c'est difficilement accessible? Est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui se met en travers de la voie? Quels peuvent être ces obstacles? Est-ce que finalement la sexualité peut être une voie d'éveil pour tout le monde ou pas? La sexualité peut être une voie d'éveil pour tout le monde, pas, il faut juste en avoir envie. Combien de personnes sont engagées dans notre voie? Combien de personnes se posent des questions? On est quand même si on est de plus en plus nombreux, on est quand même encore qu'une minorité. Donc, toutes ces personnes qui s'engagent, qui commencent à se poser des questions, qui s'engagent dans des processus pour libérer leur corps, pour chercher à être plus connectés à leur ressenti, à leur perception, et qui ont envie aussi de vivre la sexualité, parce que c'est quand même encore un sujet, tabou. Et puis il y a plein de gens qui ont été traumatisés dans leur corps et dans leur sexualité. Donc moi, je pense que c'est accessible à toute personne qui a envie. C'est une question de désir, c'est une question de joie à aimer faire l'amour, souvent. Et je parle pas d'addiction sexuelle, hein. Je fais vraiment quand même encore là la différence. C'est une envie, une curiosité. Moi, plus j'en trouve des portes là-haut, plus j'ai envie de faire l'amour, parce que je sais bien que c'est par là que tout arrive, en fait. Je pourrais répondre à quelque chose, Général, c'est que tout peut être petit ou grand. Tu peux avoir une petite gastronomie, une grande gastronomie. Tu peux avoir un petit art lyrique et un grand art lyrique. Tout dépend comment c'est fait, si c'est fait avec le cœur et la conscience. Tu sais, souvent j'utilise l'équation VR égale F2C, vision de la réalité, ou vécu de la réalité, on pourrait dire V, égale fonction de l'état de conscience. De même qu'il peut y avoir un petit amour et il peut y avoir un grand amour avec un grand A, tout dépend de ton état de conscience. Quand tu es dans un état élargi de conscience, tout peut devenir sacré. Tu peux connaître une extase en faisant la lessive, tu peux connaître une extase à tout moment, dans tout ce que tu fais. Mais simplement, il est vrai que la force de vie, la force sexuelle, étant quand même une force parmi les forces majeures du corps, hein, et je pense même de l'univers, parce que tout cherche à s'unir dans l'univers. Nous, on vit cette force d'union et de vie et de complémentarité à notre petit niveau de notre petite conscience, mais tout l'univers le vit. C'est ça. Il y a une force d'amour dans l'univers qu'on capte plus ou moins si on est dans cet état de conscience élargie. Enfin bref, quand on est dans un état de conscience élargie, non plus uniquement associé au ménage, à l'alimentation ou à quelque chose qui certes pourrait déjà devenir sacré, mais si on l'unit à cette force brute de la force sexuelle, mais force chaotique, magmatique, créatrice, si on unit la conscience, un état de conscience élargi à ça, ça donne quelque chose de gigantesque. C'est un peu ça la différence. Tout peut être petit et grand.
Mais quand c'est grand, parce qu'on est vraiment conscience et dans un état de conscience élargie, et qu'en plus, ce qu'on est en train de vivre est quelque chose de puissant, alors là, oui, ça peut faire des volcans, quoi. C'est ça. Et puis j'ai envie de donner un exemple du coup de Jenna pour illustrer aussi ta question, parce que moi je suis dans une recherche de transcendance, du coup je cherche la transe, donc je cherche la transe par la respiration. Ça a été, j'ai fait beaucoup de recherches sur la respiration, j'ai appris plein de méthodes de respiration pour rentrer en transe, et puis il y a la sexualité. C'est mon domaine, c'est mon histoire, c'est mes blessures d'enfant, c'est ma voie de résilience, le tantra. Mais la sexualité est au cœur de mes recherches depuis très 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 longtemps. J'ai envie de te donner un exemple en fait de quelque chose qui est tantrique et sexuel, qui est pas un secret parce qu'il est ultra connu. C'est Barry Lang, qui est un maître tantrique qui a inspiré énormément de thérapeutes, d'animateurs de tantra. Il y a plein de structures qui sont proposées. Et donc une structure très simple. Tu es avec un partenaire. L'un s'assoit à côté de l'autre, yeux dans les yeux, une main posée sur le sexe. On respire ensemble, on ne se quitte pas de la profondeur des yeux et on exprime ce qu'on ressent pour faire vibrer le sexe, le cœur et l'esprit et rentrer dans cette petit trou énergétique intérieur qui fait que tous les champs vont se mettre à vibrer peut-être un jour. Encore une fois, il faut pratiquer pour vivre des choses. Hein. On peut avoir le coup de baguette magique et l'extase sur un premier massage tantrique, mais je veux dire, d'une façon ou d'une autre, si tu fais un stage qu'on t'apprend à faire la flûte et la bague et que tu pratiques jamais, par exemple, il n'y a aucune chance que ta conscience corporelle s'éveille, en tout cas de cette façon-là. Je veux dire, il faut travailler, enfin, je sais pas, enfin, il faut expérimenter en tout cas. Donc cette méditation tantrique, inspirée de Barry Long, elle est géniale. Tu fais ça, 45 minutes chacun. 45 minutes chacun. Minimum 30 minutes chacun. L'un reçoit, après c'est l'autre qui reçoit. Et dans cette cohésion, sexe, cœur, esprit, yeux, avec donc les yeux et la respiration consciente, bah, c'est une expérience sexuelle ou c'est pas une expérience sexuelle? Voilà la question en fait. C'est quoi le tantra? Belle conclusion, je dirais presque, pour notre soirée. Parce que voilà, on arrive justement à boucler la boucle presque, avec ce que tu viens de dire. Bah voilà. De toute façon, moi je tiens à dire aux auditeurs, c'est que le début d'une interrogation. C'est que le premier croisement entre des champs au départ différents, mais qu'en fait parlent de la même chose. Hein. Et donc peut-être que je sais pas si dans la vidéo il y a possibilité après pour les gens qui l'écoutent de laisser un petit commentaire disant bah moi j'ai vécu telle expérience avec le tantra ou telle expérience avec une substance psychédélique et même j'ai vécu les deux et voilà la différence, voilà en quoi c'est identique. Ça serait intéressant, c'est tout un champ de recherche hein, qu'avait commencé Pierre Weil. Hein. Je cite Pierre Weil parce qu'il avait écrit, c'est un des rares Français, un psychologue français qui avait écrit sur les états modifiés et élargis de la conscience, sur les états mystiques, sur les psychédéliques. Et il a même fait un livre que tu m'as fait découvrir, Jenna d'ailleurs, hein, je te remercie, qui s'appelle Répression et libération sexuelle. Et il étudie vraiment le rôle des psychédéliques, des états mystiques et de la sexualité. Et il est très peu connu, ce livre. Et il y a vraiment des perles dans ce livre. D'accord. Et donc, toi, je sais pas si tu connais, Nathalie. Non, mais si tu connais pas, du coup, je vais essayer, ouais, fais-le connaître. Moi, grâce à Jenna, j'ai pu le trouver à l'occasion sur eBay. Aux enchères. Mais il est plus, tu peux plus commander dans les. Pardon? Aux enchères. Voilà, aux enchères, oui, voilà. Et puis en janvier, il y aura mon livre qui est édité chez Erol sur la sexualité comme ma voie d'éveil. Et voilà. Et je peux pas en dire plus pour le moment parce que c'est un peu tôt. Normalement, la sortie, c'est le 11 janvier et ça s'appellera Amour, Tantra et Sexualité. Wow, une voie d'épanouissement. Dis donc, tout un programme.
Alors, une petite anecdote, parce que c'est bien, ça commence à être publié. Moi, quand j'ai publié mon livre, L'éveil Truc d'éveil psychédélique, j'avais fait un petit paragraphe. Je sais pas si vous voyez ce que c'était marqué. Enfin, un petit paragraphe, trois pages. C'est marqué ce dont on ne parle jamais dans les livres sur les psychédéliques. Parce que c'est vrai que tu regardes la littérature nord-américaine ou autre, c'est très sérieux, très puritain, très ceci, très cela. Et j'ai parlé justement de la sexualité par rapport aux psychédéliques, allant de l'évocation du sexe et des forces sexuelles, mais sans passer à l'acte évidemment lors d'une psychothérapie par psychédélique, mais une force qui est présente, qui est très fortement présente souvent, à ce qu'on appelle le chemsex, ou en gros l'utilisation hédoniste, en gros pour libertins, qui prennent ensemble du LSD ou autre chose et qui démultiplient les possibilités ou les pouvoirs de s'amuser avec l'amour. Mais c'est pas de ça dont on parle ici aujourd'hui. Mais c'est vrai que peut-être c'est confondu avec ça. Tout de suite dans l'esprit des gens, voilà, sexe et psychédélique, oh, bah, c'est de l'orgie, quoi. Voilà, vous allez faire et à la limite, on pourrait leur dire, et alors, que ça peut vous foutre? Bah, moi, À la limite, on pourrait leur dire, et alors, quel est le problème? Quel est le problème? On n'a pas le droit de prendre du plaisir facile. Ah non, il faut que ça soit mérité, dur, douloureux, comme dans le judéo-christianisme, tu vois. Il faut que ça mène à l'enfantement, peut-être. Enfin bref, mais toujours est-il que ce chapitre a failli être comment rayé par l'éditeur. Il a fallu que j'insiste pour qu'il soit dedans. En gros, c'est jusqu'à maintenant, c'était sérieux ce que vous dites. Enfin, c'était voilà, tout le monde. Mais là, vous pensez les gens comment ils vont réagir? Est-ce que ça va pas discréditer vos propos parce que tu parles de la force la plus importante de l'univers et de son rôle à la fois dans la thérapie, dans la vie des gens et le croisement que tu peux avoir avec les états d'énergie de conscience éduqués, tu allais décrédibiliser le livre, tu vois. Et je vais te dire un truc, s'il m'avait fait le coup, je retirais le livre, je redonnais l'argent qu'il m'avait donné, tu sais, pour il donne à l'auteur avant publication un avaloir, voilà. Ouais. Et ben j'étais prêt à leur rendre et j'étais vraiment déterminé. Ils ont dû le sentir, donc ils ont gardé le texte, mais ça a failli pas passer parce que Dionysos n'est pas encore en odeur de sainteté dans nos civilisations. Bah, les Romains ont quand même tué 6000 adeptes du culte de Dionysos, sont complètement interdits, ont détruit toutes les statues et tous les temples si possible, avec l'aide des chrétiens d'ailleurs, hein, qui étaient bien contents d'effacer les religions paganistes proto-chrétiennes, bref, archéo-chrétiennes, qui donnaient encore des sacrements, alors que le Christ était déjà passé, le Christ qui était un guérisseur, hein, qui donnait des plantes et tout, et qui jusqu'à le concile de Nicée, où ils ont défini la bonne ligne de conduite pour les catholiques et les bons textes à prendre, ils rejetaient les autres, les apocryphes, etc. Avant ça, il y avait ce qu'on appelle le paléochristianisme, c'est-à-dire des chrétiens qui se réunissaient et qui prenaient encore le sacrement psychédélique, si tu veux, et les cultes dionysiaques ont aussi été jusque-là, vers 400 avant Jésus-Christ à peu près, et après Jésus-Christ, pardon, et après, il y a eu les chrétiens qui ont fait ce qu'on leur a fait avant, c'est-à-dire ils ont martyrisé les gens des cultes à mystère ou des cultes paganistes, ils ont brûlé les temples, détruit les livres, ils ont tué les gens, tu vois, ils ont lynché dans la rue. Enfin, c'était violent, une grosse réaction anti-dionysienne parce que l'ordre romain voulait que voilà, il fallait quelque chose qui soit bien tenu et qui soit pas trop subversif. Et les cultes à mystère, ça leur faisait peur parce que ça échappait au pouvoir. Or, on en est presque maintenant à pouvoir réclamer pour le droit de l'expression religieuse ou le droit d'explorer sa conscience, le droit de revenir à des cultes à mystère initiatiques. Tu vois, si on voulait aller jusque-là. Dans lequel peut-être le tantra, comme d'autres méthodes puissantes d'expansion de la conscience, pour avoir un rôle à jouer. Alors ça, je suis en train de tirer ça c'est dans 50 ou 100 ans, quoi, si tu veux. Ou peut-être plus. Mais, voilà. Merci en tout cas. Enfin, est-ce que je peux dire merci maintenant? Est-ce que on peut considérer que on a déjà bien donné du grain à moudre aux gens et que on peut jamais tout dire et on dira jamais tout parce que c'est un sujet infini. Mais en tout cas, merci à vous deux et merci aussi donc à Nathalie pour tes révélations très authentiques. Enfin, ton courage, ton audace. Et moi, je corrobore que tu es une des grandes figures du tantra en France par ta renommée, par le sérieux de tes travaux, par ce que tu as déjà écrit, par les gens avec lesquels tu les collabores, parce que je suis désolé, travailler avec Jacques Lucas,
c'est certainement pas tout le monde qui aurait pu le travailler. Vu le niveau de ce monsieur en tantra et le nombre de gens qu'il a formé, de prendre comme la co-responsable, enfin, je sais pas comment on dit ça, co-animatrice, c'est un grand signe de reconnaissance dans le milieu du tantra et j'ai hâte de lire ton deuxième livre. Hein. Yeah! Je suis content pour toi. En tout cas, je te remercie, je vous remercie tous les deux pour ce moment. Olivier, j'ai vu que tu disais que tu étais un bâtisseur. Moi, je me sens aussi une bâtisseuse. Je me sens aussi une pionnière dans mon domaine. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense, ni ce que je vis, ni ce que je ressens. Ça m'appartient. J'ai pas peur d'être jugée. J'ai fait assez de chemin. Aujourd'hui, je viens d'avoir 50 ans. C'est bon, quoi, tu vois. Je me suis libérée. Donc, mais voilà, faites pas des expériences interdites, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent. Voilà.